Et donc, on va terminer cette matinée en invitant Henri Duboc et c'est Louis Domestier qui est avec nous. Pour nous parler d'un projet qui est quand même très pertinent dans le contexte actuel, qui concerne l'impression des ouvrages de référence de spécialité, qui est un problème notamment, pas que, mais notamment financier pour les étudiants. Bonjour, donc on va parler essentiellement, on va essayer de tenir le temps, faisabilité. Donc vous allez voir découvrir ce que c'est que l'impression à la demande. Je m'appelle Henri Duboc et mon collègue Louis Domestier, Damien Guerdolet qui a fait ce mémoire avec nous n'est pas là aujourd'hui. Je vais commencer par tout de suite céder la parole à Louis. Alors, on est parti du principe que les ouvrages des collèges de spécialité, qu'on va appeler collèges dans toute cette présentation, ont un coût vraiment important pour les étudiants. Comme le montre cette illustration d'Avicenne, qui est un youtubeur médecin, en fait, ça, pour moi, c'est un peu la représentation allégorique des dépenses étudiantes pour l'étudiant en médecine. Et finalement, l'étudiant en médecine est un peu captif de ce marché des ouvrages de collèges de spécialité dont il a vraiment besoin pour réussir, pour apprendre la médecine. Et finalement, nous, on a l'impression qu'il est un peu vu comme une poule aux œufs d'or par tout ce système éditorial. Il y a quelques années, il y a eu un rapport très intéressant de l'ANEM sur vraiment le coût de la rentrée des étudiants en médecine. Et les ouvrages de référence étaient vraiment le premier poste de dépense de l'étudiant en second cycle, avec en moyenne environ 37 ouvrages que l'étudiant doit acquérir et qui sont chacun à un prix médian qui est à peu près entre 35 et 40 euros. Donc vraiment, ça représente un marché important, ça représente un poste de dépense très important et ça représente aussi un risque important pour l'étudiant parce qu'il y a environ 10% des étudiants en médecine qui sont en découvert à la fin de chaque mois. Donc vraiment, sûrement quelque chose à faire de ce point de vue-là. Alors, je vais vous parler de ce que c'est que l'impression à la demande. Pour plein de raisons, je connais très bien le modèle de l'édition. Le modèle classique, la façon dont on fait les livres en France, c'est il y a un auteur qui va fournir un contenu qui va être édité et mis en page par un éditeur, qui va l'envoyer à un imprimeur, qui va imprimer un certain nombre d'ouvrages. Il va y avoir la constitution d'un stock avec un stockage physique. Ça va aller chez un distributeur. Il y a un libraire qui va passer des commandes dans lesquelles il anticipe ses volumes plus ou moins et il va les placer devant ses clients. Ça, on connaît tous ça. Et ça ressemble à ça, un entrepôt de distribution. Il faut savoir que en France, des livres neufs qui partent au pilon tous les ans, c'est 142 millions qui n'ont pas été vendus. La gestion des stocks, c'est un problème. Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on n'en a pas assez? Est-ce qu'on en a trop? Et notamment, on sait comment ils font. Quand ils n'ont pas vendu tout d'une édition, ils attendent. Ils fourguent tout ce qu'ils peuvent d'exemplaires de l'édition pas à jour avant de mettre à jour. L'impression à la demande, ça fait 20 ans que ça existe. C'est pas très connu, ça marche très bien. C'est une commande en ligne égale un seul livre imprimé à l'unité égale un livre envoyé à la maison. C'est-à-dire que le modèle, c'est ça. Le modèle, c'est l'auteur des collégiales, par exemple. Les collégiales fournissent le contenu qui peut être soit déjà mis en page par leurs soins, soit il faut payer un prestataire pour le mettre en page, à la plateforme d'édition. Et en 48 heures, vous pouvez avoir votre bouquin. Et vous voulez le mettre à jour, il suffit de changer votre fichier. Et l'idée de ça, c'est qu'on peut considérablement baisser le prix. Ça, c'est une machine d'impression à la demande directement chez un libraire. Par exemple, les Fleurs du Mal de Baudelaire, est-ce qu'elles vont encore être au programme dans la classe d'en face cette année? Est-ce que j'en commande ou pas? Là, elles sont au programme, il n'y a pas besoin de l'avoir en stock. L'étudiant vient, il met le fichier, c'est du domaine public, c'est imprimé à la demande, il repart avec. Alors l'objectif de notre travail, c'était de regarder la faisabilité et l'intérêt de ce modèle d'impression à la demande. Premièrement, en recueillant l'avis et les attentes des étudiants au travers d'un questionnaire online. Puis en réfléchissant sur les avantages et les inconvénients de l'impression à la demande et plus généralement les obstacles à la mise en place de cette modalité, les obstacles économiques, juridiques, les obstacles éthiques aussi, conceptuels. Et à noter que toute cette réflexion s'est faite vraiment main dans la main avec la collégiale des universitaires d'hépatogastro-entérologie. Alors donc dans un premier temps, nous avons adressé un questionnaire online aux étudiants de second cycle des facs de médecine de Paris, également Reims et Rouen. Nous avons obtenu 634 réponses. Et à cette première question de savoir où les étudiants achètent-ils leurs ouvrages, eh bien, on voit qu'il y a plus de la moitié qui les achètent en librairie, plus environ 30% qui les achètent en librairie ou sur le web, finalement très peu d'étudiants qui les achètent uniquement sur le web, et environ 1/5 qui les achètent dans les corpos ou dans les BDE des facs de médecine. Alors, peut-être qu'ils ont raison, parce que finalement,
il y a des études qui montrent que lorsqu'on révise les partiels sur des ouvrages imprimés, eh ben, significativement, on a de meilleures notes aux examens. Donc, oui, c'est important. Non, à cette question, la plupart des étudiants répondent qu'ils ne pourraient pas se passer du format papier. Donc, c'est une dimension qu'il faut vraiment prendre en compte. Ensuite, quand on leur demande combien de collèges, pour vraiment illustrer la dépense, vous comptez d'acheter autour pendant vos études, on voit qu'il y en a 60% qui comptent déjà en acheter plus de 20. Il y en a 20% de plus qui vont en acheter entre 15 et 20. Donc, le marché, il existe et il est énorme. C'est vraiment une grosse dépense. Alors ensuite, on leur pose une question simple. Si vous payez moins cher, est-ce que ça vous plaît plus? Et on a ajouté une nuance. Globalement, l'impression à la demande permet, on va vous le montrer, de faire baisser considérablement les prix d'achat. Si on fait baisser le prix du collège, passons d'une quarantaine d'euros à 25, et s'il est en noir et blanc, ça, le noir et blanc, la couleur, c'est ingérable, mais le noir et blanc, c'est vraiment l'étape obligée. Est-ce que vous préférez l'acheter en ligne à la demande ou en librairie classique? Eh bien, à 70%, ils disent OK pour de l'impression à la demande. Quand on leur explique un peu plus ce que c'est que l'impression à la demande dans cette diapo, on leur dit c'est un livre imprimé, commandé, imprimé, reçu 7 jours plus tard, vous ne pouvez pas le feuilleter en librairie. Eh bien, à 86,40%, donc vraiment à l'écrasante majorité, ils sont tout à fait d'accord pour passer à ce genre de modèle. Alors maintenant, en pratique, c'est quoi l'équation? Parce qu'on parle de gros sous, on parle d'énormément d'argent. C'est-à-dire que le marché des collèges, Masson, Medline, etc., il faut que vous imaginiez, si vous prenez les chiffres que je vous ai mis, il y en a à peu près 70 qui font qui vont acheter plus de 15 ouvrages, pour un prix moyen à 36, on est sur un chiffre d'affaires de 3, 4, 6 millions d'euros par an. Tout modèle confondu. Donc les étudiants, c'est vraiment la poule aux œufs d'or. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de sous. Donc voilà la réalité telle qu'elle est actuellement. Ça, c'est le collège de gastro. Il coûte 39,50 €. On touche 8% de droits. 3,16 € par exemplaire. C'est ce que touche la collégiale. 6 000 exemplaires par an vendus en 2018, ce qui fait à peu près 20 000 € par an, sachant que le nombre d'étudiants un peu augmenté, c'est probablement plus, quand ils payent. C'est-à-dire que, vous savez, les collégiales peuvent se passer le flambeau en fonction de la rigueur de qui fait quoi sur certains dossiers chauds, et si vous ne les relancez pas, ils ne payent pas. C'est-à-dire qu'il a fallu aller chercher les sous, les 5 ans de retard qu'ils n'avaient pas versés. Quand on fait des simulations, ça, c'est un bouquin imprimé via une solution en ligne à Amazon. C'est-à-dire qu'on a pris une maquette, on a relancé, on a reçu notre bouquin de 500 pages, on a fait notre couverture, et on reçoit un livre qui passe tous les tests, dont le test du Stabilo. Et je vous dirai pourquoi on a eu un souci avec Amazon. On est passé par une autre boîte qui s'appelle Books on Demand. On a négocié des tarifs et c'est la collégiale qui fixe le prix. On fait ce qu'on veut. C'est ça qui est magique. En descendant les prix à 22-25 €, on peut toucher 6 à 7,50 € de sous par exemplaire, donc faire payer moins cher pour les étudiants. On peut baisser de 50%. Et là, le comparatif, il est évident. On peut faire le choix stratégique de dire on se rémunère même pas et ça coûtera que 11,70 € pour l'étudiant. Ou on se rémunère 25 et c'est 7,13 €. Donc on pense que c'est, en tout cas, regardant ça, c'est faisable. Alors il y a des obstacles, des considérations qui nous sont, au fur et à mesure du travail, sautées au visage. Ben voilà, parce qu'en pratique, c'est vrai que du coup, on peut se poser la question sur la qualité, parce que pour un éditeur, il y a quand même 3 000 € à peu près de mise en page, c'est quand même des beaux ouvrages, ils sont en couleur, c'est du beau papier. Lorsqu'on imprime en ligne, du coup, on peut se poser la question. Alors quand on a posé la question aux étudiants, il y a vraiment un truc qu'ils nous ont dit, c'est le test du Stabilo. Le test du Stabilo, c'est, voilà, on essaie de surligner et on voit si ça bave ou pas, si le papier est de bonne qualité. Et en l'occurrence, eh bien, le modèle d'impression à la demande qu'on supportait avait passé brillamment ce test du Stabilo. Après, il y a des problèmes idéologiques, parce que d'une part, d'une manière générale, dans la littérature de fiction, on estime que lorsqu'on n'est pas en devanture, lorsqu'on n'est pas visible en librairie, ça risque d'être un échec commercial. Là, ce n'est pas du tout le cas. On est dans un marché captif. Donc, de toute façon, on n'a pas besoin de visibilité. Après, on était parti initialement sur un modèle Amazon, donc GAFA, on ne paye pas les impôts en France, on n'imprime pas en France, est-ce qu'on pollue, etc. Et donc, finalement, il y a des alternatives qui existent, qui impriment en France, comme par exemple le système BOD dont on a parlé et qui correspond peut-être un petit peu mieux aux considérations idéologiques qu'on a envie de respecter. Et puis après, il y a eu la douche froide. C'est-à-dire que s'il y a un truc que vous devez retenir de ce topo, c'est que vous êtes des enseignants, vous n'êtes pas des avocats, d'accord, et que on a mandaté un avocat pour analyser le contrat de mariage avec Masson pour savoir si on pouvait divorcer et en quels termes, est-ce que ce serait douloureux ou pas douloureux, et notamment le risque d'un procès en contrefaçon. C'est ça qui nous faisait peur. Et donc, il a décortiqué le contrat et il a dit les liens sont assez, étroits. Vous êtes assez prisonnier de Masson. On a découvert le devoir de révision. Donc, c'est pour ça que retenez qu'il faut
Prochaine fois qu'il y a un contrat d'édition à signer avec une collégiale, faites passer le message qu'il y a un avocat à côté de vous, c'est votre beau-frère, c'est qui vous voulez, c'est un copain, mais il y a quelqu'un qui regarde. Le devoir de révision, c'est vous devez réviser l'ouvrage, et si vous ne le révisez pas, on paye quelqu'un d'autre pour le faire et on vous prend la somme que ça nous a coûté de vos droits. Et le droit de préférence, c'est que si on écrit un bouquin, vous devez nous le présenter à nous en premier. Et ça, c'est dégueulasse, parce qu'on perd notre liberté complètement. Donc ça veut dire que si on s'inspire du modèle, la conclusion de l'avocat était si vous vous inspirez, si vous faites un copier-coller, vous êtes mort. Il faut changer la moindre virgule, il faut faire un truc qui soit vraiment complètement différent si vous éditez, sinon vous ne divorcerez pas de maçon et ce sera extrêmement douloureux. Je reviens juste sur un truc. Et en fait, il y a une jurisprudence qui peut jouer en notre faveur. Je ne sais pas en quel terme elle existe dans les autres collégiales, parce qu'il y a plein de contrats, j'imagine, qui est que, tel que c'est formulé, si on est à la collégiale écrit un polar, on est censé le filer à maçon. Bon, voilà. Donc là, a priori, comme ils n'ont pas bien formulé leur contrat, on pourrait y aller sans risquer de se faire attaquer. La conclusion, c'est faisable. Ça a été beaucoup de travail, petite déception, parce que finalement, face à ça, ça nous a douchés et on a dit qu'on allait proposer autre chose, qu'on ne ferait plus d'ouvrage. On a envoyé le mail à Masson, la collégiale des universitaires a dit il n'y aura plus d'ouvrage en papier, il va y avoir autre chose. Mais ça, on ne dira pas ce que c'est. Ce sera moins cher et ce sera mieux. Il y a quand même un problème, puisqu'on a vu que les étudiants sont attachés au papier. Et la grosse question pour nous, c'est la R2C. Vous savez, les compétences de rang A, B, qu'on est en train d'écrire là, tous. Ces compétences-là, une fois que c'est rédigé, ça appartient à qui? En théorie, ça appartient aux collégiales. Mais est-ce que les collégiales vont dire, ah ben non, en fait, c'est la succession de l'autre, donc c'est la même chose. Sauf que c'est rédigé différemment. Si on s'amuse à faire tomber dans le domaine public en disant c'est le savoir médical, maintenant universel, il va dire nos problèmes. Moi, je vous imprime un bouquin, puisque le contenu n'appartient plus à personne. Donc, il y a un vrai sujet de comment on ne se fait pas plumer, comment les étudiants payent moins cher, et comment on fait pour s'autonomiser, ou pas, parce que l'édition fait quand même aussi un travail, mais 40 balles pour les polis, c'est trop cher. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Ça méritera peut-être une saisine des cellules juridiques des universités pour savoir un peu comment on peut transformer l'essai. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, là, les personnes présentes en amphi? Les orateurs ou l'amphi? Les deux, c'est-à-dire que je pense que l'idée est bonne, mais il faut des garanties juridiques quand même. Hein. Alors, je vais vous donner le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est que le papier, il existera forcément parce que les étudiants vont le réclamer et qu'on sera triste si on ne l'a pas. Nous, on part sur un modèle de e-learning de très haute qualité vendu une misère, mais vraiment une misère. Mais néanmoins, on sait bien que le papier, il est en embuscade. Si on vit dans le monde des bisounours, et je le respecte beaucoup parce qu'il y a quelqu'un qui, vous savez, a mis au point un logiciel sur lequel on passe ses examens. Quand il a commencé à Grenoble, si on lui avait dit il y a 10 ans, ce sera dans toutes les facs, on lui aurait dit tu vis dans le monde des bisounours. Voilà. Non, il est quand même arrivé. Il s'appelle Olivier Palombi. Donc, je pense que si on met en place ce genre de machine, ça veut dire qu'il y a des conseillers juridiques qui font l'analyse de tous les contrats, d'accord, qui a vraiment se prémunir de tout ça. Il y a une vraie étude économique parce qu'une fois que vous touchez les droits d'auteur, si vous êtes l'auto-éditeur, vous devenez une maison d'auto-édition. Donc, il y a des impôts à payer. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais les presses universitaires, c'est quelque chose qui a toujours existé. Alors, c'était plutôt des boîtes. La question, c'est comment on s'approprie ça. Voilà, je pense que ça peut être fait, mais il va y avoir une hétérogénéité de contrats d'édition qui va être monstrueux et notamment la mener à terme. Si on arrive à dire que le contenu de la R2C et le rang A et rang B, c'est pas la même chose que ce qu'étaient les collèges avant. Et nous, quand on a rédigé nos fiches en gastro, on l'a fait à la virgule près, on a tout changé. C'est-à-dire qu'on le fait avec le bouquin à côté et on change tous les mots. Eh bien, c'est éventuellement possible. Si chacun le fait dans son coin, il y a deux options. Soit ces maisons qui sont plutôt vieilles et vieillissantes ne réagissent pas à l'initiative, soit elles réagissent. Et si elles réagissent, à mon avis, ce sera douloureux pour ceux qui sont partis tout seuls, s'ils n'ont pas pris toutes les précautions. Merci beaucoup. Il y a une dernière question dans la salle et on clôturera la matinée. Ouais, bonjour Benjamin Blanquette. Je trouve le topo bienvenu au moment où il va y avoir une refonte du programme et peut-être une rédaction en commun de certains items qui est un vrai problème pour les étudiants. Donc, c'est peut-être le moment de se grouper comme vous le proposez. Moi, je m'interroge sur le besoin de papier. Est-ce que vous leur avez demandé pourquoi? Est-ce que vous avez travaillé ça? Parce que le collège de pneumologie est disponible gratuitement en ligne, hein, malgré qu'il soit vendu, et on en vend tous les ans.
donc ça finance des travaux de recherche et que ça, hein. Mais ça m'a toujours, je n'ai jamais compris ce phénomène. Donc vous l'avez présenté, mais est-ce qu'il y a des moyens de l'expliquer un tant soit peu? Alors, il y a le côté on est meilleur aux examens quand on. Ça, c'est des papiers de pédagogie pure hein, qui disent voilà. Il y a cependant, et ça, c'est l'histoire que si finalement le référentiel est en ligne, c'est-à-dire que nous aussi, on a notre collège qui est en ligne, le collège de gastro, il est gratuit. Ce que disent les étudiants, c'est qu'ils aiment le papier, ils aiment tourner les pages, ils aiment faire leurs fiches, et surtout, ils sont tous scannés. Hein. Ils sont tous scannés dans des trucs, voilà, et ils disent si on les imprime nous-mêmes, ça fait 500 pages, c'est le bordel, et puis quand on stabilote, ça bave. Bon. Pourquoi les gens sont encore attachés au papier? Je suis désolé, mais moi encore, enfin, c'est bête, mais j'apprends beaucoup mieux. Moi, à quoi me sert l'Internet? C'est pour la FMC, pour résoudre les problèmes en salle, pour les recours, pour les machins, mais sinon, quand j'ai vraiment besoin d'apprendre, j'ai envie de bouquiner, j'ai limite de me refaire ma fiche à l'ancienne. Donc je pense qu'il y a tout un travail sur quelles sont les zones du cerveau qui travaillent et qui apprennent quand on est en train de tourner les pages d'un bouquin versus on est en train de cliquer sur une souris. Je pense que ça voilà, mais je n'ai pas encore d'explication. Cependant, le papier que tu avais déterré quand on a fait toute la biblio, c'était si l'ouvrage référent est identifié comme tel et qu'il est en ligne, les étudiants ont les mêmes notes aux examens. Les étudiants avaient les mêmes notes aux examens. C'était Singapour, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les études sont concordantes pour dire que les étudiants qui révisent sur papier, sur livre, ont des meilleures notes aux examens que les étudiants qui révisent online, sauf si c'est vraiment en comparant le collège en papier et le collège online. Et dans ce cas-là, effectivement, comme dans le modèle que vous décrivez dans la plupart des collèges d'ailleurs, hein, qui sont accessibles gratuitement online. Voilà. Après, là, on n'est pas sur de la préférence. Et c'est vrai que si on voulait aller un petit peu plus loin pour essayer de comprendre, déjà, c'est vrai qu'on pourrait rajouter la prochaine fois quelques questions pour leur demander finalement, pourquoi est-ce que vous avez vraiment besoin du papier? Ouais. Sur des générations qui n'est plus du tout la mienne et peut-être déjà plus la vôtre, où on les voit prendre leurs cours sur ordinateur, lire des papiers en PDF et les surligner en PDF. Donc, je trouve qu'il y a juste pour l'apprentissage une discordance et je n'ai pas d'explication et c'est peut-être un sujet d'intérêt. Merci en tout cas. Merci. On va